Je pars du principe qu'un coach il doit s'adapter à tout le monde. On va comprendre ce qu'ils font et adapter la diète, la nutrition à leur effort physique. On peut avoir justement une analyse de biomarqueurs, qu'on peut analyser l'alimentation, éviter les carences. Déjà, je ne m'entraîne pas tous les jours, j'essaie de m'entraîner 5 fois dans la semaine parce que la récupération est super importante. Oui. Un athlète, des fois, il va enlever un peu son côté social. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de garder ce côté-là, donc le côté social et famille. J'ai eu Camille Lacour, donc voilà, plusieurs fois champion du monde. Il faut faire attention à tout ce qu'on écoute sur Internet. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce complément? Est-ce que j'ai pas besoin d'un autre? Si on se lève le matin et qu'on n'a pas d'objectif, je me dis, mais à quoi ça sert de celui-là? Oui, c'est vrai que j'avais pas de vie à l'époque, j'ai sacrifié ma vie sociale, je sortais pas, etc. pour ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent péter un câble parce que le Uber Eats, il n'est pas monté, il n'a pas déposé devant sa porte. J'aime ce que je fais et que je change la vie des gens. En fait, ma passion, c'est ça, c'est le fait de pouvoir aider les gens à changer de vie. Bienvenue dans le Labo, le podcast qui explore en profondeur l'univers de la performance sportive. Ici, on analyse les stratégies, les parcours et les méthodes qui permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Chaque épisode est une plongée dans l'expérience et les clés du succès, avec un focus sur la préparation, la nutrition et l'accompagnement pour atteindre les clés de l'excellence. Le Labo est produit par Agon Data Nutrition, une entreprise dédiée à la performance sportive à travers l'analyse biologique et une nutrition personnalisée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Philippe, bonjour à toi. Bonjour Mathieu. Je suis très heureux de te recevoir. Pareil. Ça fait longtemps qu'on en parlait et on peut enfin le faire, ce podcast ensemble. Philippe, je vais te laisser te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Alors, donc, je m'appelle Felipe, donc je suis coach depuis quasiment une dizaine d'années. Bien sûr. Je travaille en salle de sport, donc en personnel, donc en tant que coach personnel depuis une dizaine d'années. Okay. J'ai travaillé dans quelques enseignes différentes. Okay. En tant que coach, j'ai travaillé aussi dans l'électrostimulation. Donc en gros, j'étais aussi dans des studios de EMS, on appelle ça, donc d'électrostimulation, donc pour tout ce qui est réadaptation pathologique, pour les personnes qui ne veulent pas forcément faire beaucoup de sport, mais qui ont qu'une demi-heure pour s'entraîner, donc de façon plus intense. Et à côté de ça, je suis aussi j'ai été diplômé d'une des meilleures écoles de nutrition au Brésil. C'est un peu l'équivalent d'un master en nutrition. Donc spécial, on touche pas mal à la médecine et à la préparation d'athlètes. Ok, d'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ça, en fait, on peut toucher un peu à tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant pour essayer d'avoir. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir aider, que ça soit quelqu'un, enfin les athlètes, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui veulent un objectif autre que performer, absolument. Ok, ça marche. Donc du coup, si je résume, donc Felipe Medeiros, tu es à la fois nutritionniste, préparateur physique, et aussi notre casquette qu'on va parler un peu, c'était aussi culturiste. Voilà, c'est ça aussi. En tant qu'amateur. C'est ça. Donc effectivement, c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et dernière casquette, et ce pourquoi on travaille ensemble aussi déjà, c'est via Agon. Tu es aussi un nutritionniste avec qui Agon travaille, et tu as déjà tu commences à suivre un bon petit nombre d'athlètes qui ont fait des analyses par nous, donc ça c'est top. Et c'est un très bon outil parce que justement j'étais limité avant, parce que les gens ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller faire des prises de sang, d'aller regarder leurs biomarqueurs, etc. Et ça, en tant qu'outil, pour moi c'est un gain de temps énorme, et même pour pouvoir justement aider tout le monde, mais de façon plus précise que seulement écouter la personne, savoir si elle dort, si elle mange bien ou pas. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus précis. Ouais, tu as des vraies données. Ok, ça marche. Donc du coup, si on retourne un petit peu au commencement de tout ça, comment t'en es arrivé là? C'est quoi toi ton premier contact avec le sport déjà pour commencer? Alors avant tout ça, je faisais beaucoup de foot, donc je jouais au foot, j'avais un bon niveau au foot et je me suis rendu compte que j'aimais plus m'entraîner que d'aller justement faire les matchs. Donc la préparation physique, ça m'intéressait justement de pouvoir m'entraîner et de voir que je pouvais couvrir mes lacunes. Donc pour moi, c'est ça, l'entraînement et le fait de pouvoir évoluer, pour moi, c'est vraiment plus important que le jour J et avoir du succès à travers des compétitions. Voilà. Donc ça a commencé avec le foot. Après, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu aussi, du judo. Et donc toujours avec la même idée, juste de m'entraîner et de me développer sans forcément avoir l'objectif à la fin d'aller en compétition. Donc toi, c'était vraiment tout ce qui était prépa physique, entraînement, c'est ça qui te plaisait. Et donc du coup, c'est ça qui t'a fait glisser petit à petit vers le culturisme?
Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, avant ça, il faut savoir que bon, je parle 4 langues. Donc, avant, en fait, j'étais à la fac, j'étais en LEA. Ouais. Et je suis tombé sur un prof qui, lui, était donc un ancien culturiste. Et il m'a dit, bon, bah, en fait, avec un physique déjà comme le tien, sachant qu'à l'époque, j'avais commencé un peu à m'entraîner dans le garage de chez mes parents. Okay. Mais j'avais déjà un physique qui sortait un peu de l'ordinaire. Et il m'avait dit, bon, bah, pourquoi pas t'orienter plus dans un domaine sportif, pourquoi pas devenir coach, parce qu'il voyait que même à travers donc, des cours, j'aimais bien aussi aider les gens. Voilà, c'est ça. Plus que m'aider moi-même. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une formation de coach. Donc j'ai fait BPGEPS AG2F donc à l'époque. Donc c'est là où j'ai commencé, on va dire, à toucher vraiment au sport et à la musculation en particulier. Et j'ai pu voir que j'avais donc certes des qualités autres que génétiques, mais que j'arrivais en fait à comprendre beaucoup plus, en fait, parce que j'arrivais vraiment à visualiser tout ce qu'on apprenait. Sachant qu'en cours, je n'étais pas forcément très bon, en tout cas que dans les matières que j'aimais. Mais j'ai vu que dans le sport, en fait, en tout cas, je suis vraiment passionné par ça, parce que même aujourd'hui, 10, 12 ans après, je continue à étudier tous les jours comme si en fait, il n'y avait pas de fin, parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose. Ok, ça marche. Donc en fait, effectivement, c'est tout un cheminement où tu faisais plein de sports. Tu as vu que toi, ce qui te plaisait, c'était la préparation physique. Du coup, logique, tu passes coach préparateur physique, tu fais le BPGEPS. Ça marche. Et du coup, c'est là où petit à petit, tu te mets un peu dans le monde du culturiste et tu essaies d'optimiser ton hypertrophie. C'est par la force des choses, en fait. C'est ça, exactement. Donc, en gros, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai vu voir que j'évoluais. Et sans forcément avoir un objectif de faire des compétitions, je voyais que mon physique sortait du lot. Et c'est les gens, à force, qui me disaient, bon, quand est-ce que tu montes sur scène, quand est-ce que tu montres de ce que tu veux faire. Et je me suis rendu compte qu'à travers mes coachings, donc à travers le fait d'entraîner les gens, je commençais à toucher de plus en plus à des athlètes. Et je me suis dit, bon, pour comprendre l'athlète, je suis obligé de faire des compétitions pour vraiment comprendre. Donc, avant même de faire des compétitions, donc j'avais fait des prises de masse ou des sèches, où je pouvais même aller sur scène s'il le fallait, mais je voulais comprendre le processus. Mais après, je me suis dit, bon, il faut quand même l'adrénaline. Il faut comprendre ce que c'est de monter sur scène et avoir d'autres personnes avec un bon niveau et savoir ce qu'on doit bosser pour progresser. Et c'est là où j'ai touché à tout ce qui est compétition et j'ai pu voir que en fait, c'est un monde où ça demande énormément de préparation. Et même si on se prépare, en fait, dans ce milieu-là, c'est le seul sport pour moi où en fait, la compétence ne dépend pas juste de ce que tu fais sur scène, mais surtout de tout ce que tu fais en dehors de la salle de musculation. Voilà. Donc la nutrition, le sommeil, le repos, et même quelqu'un qui fait de la musculation, il est obligé de s'intéresser à la nutrition, de s'intéresser à sa santé. Il ne peut pas juste compter sur sa génétique et compter sur le fait de faire de la musculation. Ça suffira c'est pas juste du volume ou de pousser lourd. Enfin, c'était peut-être le cas dans les années 70-80. Et encore. Et encore. C'est ça. Et encore. Ok, ça marche. Et donc du coup, c'est dans ce cheminement que tu t'es dit, ok, j'ai des bonnes bases en prépa physique via le BPGEPS. Maintenant, je vais pousser plus loin et je vais rajouter une corde à mon arc qui est la nutrition. C'est ça en fait. C'est ça. Donc j'ai rencontré un professeur qui s'appelle Lincha Junior. C'est quelqu'un de très connu, c'est un des plus gros chercheurs d'Amérique du Sud. Et en fait, c'est lui qui m'a invité à faire partie du groupe de recherche et de faire sa formation. Donc c'est là où on a commencé à bosser ensemble et j'ai eu la chance de pouvoir réussir et de suivre à distance parce qu'en fait tout ça c'était pendant le Covid. Et en fait au lieu de rester sans rien faire, j'ai pu suivre à distance toute la formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux m'occuper que ce soit des personnes en nutrition, enfin surtout au Brésil donc à distance, mais je peux aussi m'occuper des personnes en France, heureusement. Parce que du coup toi aujourd'hui ton métier consiste en quoi? Parce que tu m'as parlé pas mal de choses. Aujourd'hui donc tu suis des gens au Brésil, c'est ça? Donc plutôt sur de la prépa physique, enfin prépa physique et nutrition. Des athlètes qui font que du culturisme ou tout type d'athlètes au Brésil? Alors surtout dans le culturisme, mais sinon j'ai des boxeurs, mais j'ai aussi des personnes, des anciens obèses, tu vois. Donc j'ai des personnes aussi qui ont des problèmes, des pathologies dues à un train de vie en fait, on va dire un peu plus compliqué. Donc l'obésité elle est présente partout dans le monde. Mais on va dire que là-bas, les gens ils commencent à se rendre compte qu'il faut faire quelque chose. Et petit à petit, j'aide aussi ces personnes-là à perdre du poids et en tout cas améliorer leurs conditions physiques et améliorer leur santé. Donc pas seulement les athlètes, mais aussi des personnes qui veulent juste avoir une meilleure qualité de vie. Donc effectivement, toi tu essaies de toucher le plus large possible. C'est-à-dire l'athlète qui va aller vraiment performer, aller à la pointe, mais aussi ceux qui veulent simplement
qu'on peut avoir des problèmes de santé, qui veulent perdre du poids ou se sentir mieux dans leur corps. C'est ça. Parce que je me dis que je peux aider ces deux personnes et je ne vois pas pourquoi je pourrais aider plus un athlète que quelqu'un qui veut perdre du poids. Parce que moi, je pars du principe qu'un athlète, bon, il peut avoir la génétique et il fait sa vie, c'est quasiment que ça. Oui, mais voilà, exactement. Entre guillemets. Mais je vais aussi aider une mère de famille ou un père de famille qui a 3-4 enfants et trouver une solution pour ces personnes-là pour réussir aussi à progresser. Ok, voilà. Et c'est ça qui te plaît, trouver la solution, c'est le mot. Exactement, voilà, peu importe, en fait à chaque fois on va essayer de trouver une solution pour des personnes qui n'ont pas forcément d'aide et qui des fois se sentent inférieures à des athlètes qui sont sur les réseaux, alors qu'eux-mêmes en fait ils peuvent avoir un degré de discipline au-dessus que certains athlètes, largement. Ok, ça marche. Et donc du coup toi ton background de sportif par rapport à ça, comment il t'aide pour ça? Ton background de sportif, de culturiste qui a été un peu au bout des choses, comment ça peut t'aider derrière pour suivre les sportifs, pour suivre monsieur, madame, tout le monde? C'est pas la même approche. Comment tu fonctionnes? Alors voilà, exactement. Donc en gros, je pars du principe qu'un coach, il doit s'adapter à tout le monde. Donc oui, d'accord, il peut s'adapter à un athlète, il peut savoir donc le motiver, mais il peut aussi, il est censé être aussi motivant que pour une mamie qui a 70 ans, qui a besoin aussi d'aide pour lutter contre la sarcopénie, l'ostéopénie, mais qui puisse adapter, donc bien sûr en fonction de ses limitations physiques, mais aussi la façon psychologique d'aborder les choses. Donc un athlète, on peut peut-être le créer dessus, on va peut-être aller le chercher vraiment dans sa limite, alors qu'une personne âgée, il va falloir peut-être même des fois discuter pendant qu'elle fait des efforts pour pas qu'elle se rende compte en fait qu'elle est en train de bosser. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas ou il y en a qui ont peur, mais leur degré de motivation parfois est le même, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Ok, ouais, donc en fait ton approche elle varie vraiment en fonction de ton client, de la personne que tu suis. Toujours, en fait. Je ne sais pas comment dire pour un nutritionniste client, patient, élève, exactement. Okay. Parce que je pars du principe qu'on doit enseigner. Voilà, donc un coach, un nutritionniste, c'est bien beau de dire les choses, de dire c'est comme ça, mais on est tout le temps en train d'apprendre aussi. Donc à travers nos élèves, en fait, très souvent aussi nos élèves nous enseignent des choses, parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Donc si j'ai un élève qui vient me voir et qui n'apprend pas, donc je pars du principe que je n'ai pas été un bon enseignant, donc je n'ai pas été très professionnel. D'accord, ça voilà. Donc effectivement, du coup tu mets aussi de la pédagogie complètement dans ce que tu fais, tu expliques ce que tu fais, ce genre de choses. Expliquer ce qu'on fait, avoir justement cette approche psychologique, comprendre en fait le monde de la personne. Parce que si la personne est là et elle nous voit juste comme un préparateur physique, en fait, il va se dire, bon, lui, c'est le sport et que le sport. Alors que des fois, le problème de la personne n'est pas forcément le sport, mais plutôt l'ambiance, le fait qu'on ne puisse pas la comprendre, le fait qu'on lui parle mal. Donc, en fait, il y a un gros facteur psychologique derrière. D'accord, donc tu as toute cette partie-là, un peu étude de la personne. Et donc, du coup, quand tu suis les personnes en général, c'est vrai qu'avec Agon, tu suis que sur la partie nutrition sportive parce que c'est le cœur d'Agon. Quand tu suis des personnes en général, tu fais et la nutrition et la préparation physique, tu fais que la préparation physique, tu fais les deux. Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Alors, bon, d'abord, on leur fait remplir un questionnaire pour comprendre un peu leur routine et voir dans quoi en fait on peut se lancer. Donc très souvent, physiquement, on va dire, ils ont déjà une préparation physique derrière parce que quand c'est des athlètes, ils ont déjà des préparateurs qui sont là pour les aider. Donc on va comprendre ce qu'ils font et adapter la diète, la nutrition à leur effort physique. Parce que très souvent, donc oui, ils ont la préparation physique, mais derrière, ils n'ont pas forcément la récupération ou l'alimentation adaptée à leurs efforts. Et ils se rendent compte dans leur performance. Donc à partir du moment qu'on peut avoir justement une analyse de biomarqueurs, qu'on peut analyser l'alimentation, éviter les carences, ils peuvent avoir une progression, ils peuvent avoir une amélioration de leurs compétences et donc progresser et éviter justement de stagner en termes de compétences. Ok, c'est clair. Et effectivement, et ça, du coup, c'est des préceptes que tu as utilisés toi en termes de culturiste, en termes de sport. En fait, c'est des choses que tu appliques à toi-même et que du coup, après, tu as développé pour appliquer au plus de gens. Alors, la mentalité, elle est là. Donc, la discipline, c'est sûr qu'elle est là. Enfin, moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais, je fais ça. Et il faut que j'arrive à transmettre ça aux gens sans forcément leur montrer mon degré d'exigence que j'ai envers moi-même. Voilà, et ça, c'est pas possible. Parce que si un coach il va dire aux gens, regardez, vous pouvez y arriver parce que j'ai réussi, c'est mort. Ça marche. Voilà, ça marchera jamais. Par contre, s'il lui fait comprendre qu'il est capable de le faire parce qu'on peut peut-être aller chercher sa limite ensemble et que l'élève puisse visualiser sa capacité de limitation, là, il pourra progresser. Ok, top. Tu as parlé d'un truc intéressant, c'est ton degré d'exigence. Dans le monde du culturisme, je sais que le moindre écart peut payer.
comment tu situerais ton niveau d'exigence? C'est quoi ta routine peut-être hebdo ou journalière aujourd'hui? C'est quoi, Felipe, il fait quoi le matin quand il se réveille? Sur une journée ou sur une semaine, si tu as plutôt un programme sur la semaine? Alors, bon, Felipe, il est particulier. Donc, en gros, j'ai 1 heure pour me lever, j'ai 1 heure pour me coucher. Okay. Donc, tous les jours, je me couche à peu près à la même heure, je me lève à peu près à la même heure. Je limite mon temps passé devant l'écran. Okay. Parce que c'est quelque chose que je trouve qu'aujourd'hui, même quand on va parler mais même pas que pour le sport, c'est général. Voilà, c'est ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on va parler de dopamine, sérotonine, etc., il y a un aspect direct envers son écran. Tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai cette limitation. J'ai des heures pour étudier, j'ai des heures pour travailler, donc je travaille toujours dans les mêmes horaires. Okay. J'ai 1 heure pour m'entraîner parce que je pars du principe qu'on a un rythme circadien, donc en gros, on va être plus performant pour l'entraînement. Donc même ça, en fait, je fais attention à m'entraîner dans ces heures-là. Mais ça a toujours été comme ça parce qu'en fait, je pars du principe aussi que quand on fait du culturisme, ça veut dire que déjà de base, on a une certaine discipline envers nous-mêmes. Donc toi, tu me connais un peu plus, mais de base, donc, voilà, je ne parle pas français. Et quand je suis arrivé en France, donc du coup, mes lacunes étaient la langue française et je me suis dit, bon, je vais faire en sorte d'apprendre le français, d'avoir un très bon français et qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse pas se rendre compte que je viens d'ailleurs. J'ai travaillé sur mon accent. Et je notais en fait les mots sur lesquels j'avais des difficultés. Et je les notais, je les écrivais, donc je les mettais sur un papier pour que je puisse toujours me dire, bon, il ne faut pas que je fasse d'erreur, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Et en fait, c'est pareil dans la musculation, dans le culturisme. C'est inné en toi, quoi. C'est le perfectionnisme. Perfectionnisme. En fait, on ne va jamais arriver à la perfection, mais il faut faire en sorte d'avoir le moins de défauts possible. Okay. Et le culturisme, en fait, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que on peut, à travers le culturisme, aussi cacher nos points faibles. Donc, quand il y a le posing, donc quand on est sur scène, on va se mettre dans des positions où on va montrer nos points forts et cacher nos faiblesses. Okay. Et ça, c'est intéressant. Parce que pour moi, je m'étais dit, justement, tu peux rien cacher. Donc, comment tu caches? C'est juste en développant un peu mieux un muscle. Oui, voilà, ou même le mettre en avant. Donc en gros, quand tu vas faire une posture sur scène, tu vas essayer justement de cacher ton côté le plus faible, le plus petit, le moins volumineux, le moins esthétique. C'est pas standardisé ça, les postures? Alors, enfin, je suis complètement néophyte. Oui, enfin, pour moi, je pensais que tu avais justement une posture sur le côté et que de toute façon, elle était la même pour tout le monde. Il y a le side chest qu'on appelle, donc du coup sur le côté, où en fait, en dépendant de comment tu vas ramener le bras en arrière pour ressortir ta poitrine, est-ce que tu as des épaules plus grosses, plus volumineuses que les pecs, donc tu pourras peut-être les mettre plus en valeur aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qui c'est sur des... La pose, on va dire, globale est la même. Excusez-moi, c'est le lapin qui passe dans le studio. La pose globale est la même, mais après, c'est plus l'orientation, l'effort musculaire que tu vas faire. Même la lumière, même la lumière qu'il y a sur scène, elle peut jouer. Donc c'est pour ça que même très souvent sur scène, on va avoir des modifications de placement des athlètes pour qu'on puisse voir dans des différentes positions par rapport à la lumière. Même ça joue. Ok, ça marche. Voilà. Ok, très bien. C'est super intéressant. Et du coup, je reviens parce qu'il y a énormément d'informations qui sont super intéressantes et je suis sûr que je vais passer à côté de plein d'informations que tu as dites. Tu repars sur ton groupe, enfin sur ton programme de la journée. Si on revient sur le programme de la journée, donc je comprends bien, c'est lever, coucher quasiment à la même heure, entraînement tous les jours, toujours à la même heure, c'est ça. Suivant, j'imagine, une prépa hebdomadaire, tel jour tu fais tel groupe musculaire, etc. On va dire la base. Voilà, c'est ça. Après la nourriture, je suppose que c'est toujours à la même heure, nourriture, complément, etc. avec tes bons apports macro, micro. Exactement. Tu fais des siestes dans la journée ou pas? Alors, quand je suis surtout en préparation pour des compétitions, je fais en sorte de faire une sieste dans la journée, mais malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de le faire parfois. Il faut travailler aussi. Voilà, exactement, il faut faire rentrer l'argent. Mais donc des fois, en tout cas, je sais que quand mon sommeil il est respecté, je n'ai pas forcément besoin de sieste, mais dès que je vois qu'il y a quelque chose, peu importe, des fois on n'arrive pas à bien dormir, je vais essayer de faire une sieste, mes micro-siestes de 30-45 minutes dans l'après-midi, avant l'entraînement. Justement, on appelle ça, donc, en fait, le fait de manger, déjeuner, d'accord. Donc, on a ce qu'on appelle l'alcalose postprandiale, où en fait, c'est un moment dans la journée où on va avoir tendance à, donc en même temps, la sécrétion d'insuline, où on a un espace de temps où on peut dormir. Et c'est assez récupérateur, parce qu'en gros, si on va dormir vers 18-19 heures, ça peut jouer sur notre sommeil de la nuit. Donc c'est pour ça, voilà. Donc on peut aussi organiser nos siestes en fonction de nos repas. Ok, d'accord, ok, je comprends. C'est clair, super intéressant. Donc voilà, ça, sieste, entraînement, on a dit. Après, dans ta journée, tu as tes programmes pour tes coachings. Tu es suivi donc des gens à distance au Brésil, des gens que tu suis en France, donc sportifs ou pas sportifs, sur la partie et préparation physique et nutrition.
Est-ce que tu as d'autres choses à côté encore ou pas? J'ai mon équipe de foot, donc j'ai une équipe de foot que tu as pu venir voir avec moi, donc les petits jeunes donc, de Massy. Et pareil, donc j'essaie d'être assez disponible pour eux et en tout cas je fais aussi leur préparation à distance. Donc ils ont mon numéro, donc dès qu'ils ont des questions ou autres, parce qu'on verra ça aussi ensemble, mais la nutrition et la supplémentation est très importante pour les athlètes, même que ce soit amateur, pro ou autre, c'est important pour eux. Et à cet âge-là, donc c'est un âge où en fait, si on fait un peu attention à son alimentation, son sommeil et la supplémentation si besoin, on peut trouver des athlètes de haut niveau, on peut trouver des athlètes très très bons. Il faut juste qu'ils soient guidés. Surtout sur les populations dont tu parles, les jeunes footballeurs, c'est des footballeurs qui en général veulent en faire leur métier, ils sont amateurs et c'est justement ces leviers, c'est là-dessus qu'ils pourront faire la différence pour percer, même si c'est pas forcément... on parle percer Ligue des Champions, mais ne serait-ce qu'en faire vraiment leur métier, jouer dans un niveau national ou dans un pays Luxembourg, Écosse, on a des petits Grèce, joueurs, etc. Exactement, ils sont partis en Espagne cette année, on en a un qui est parti aux États-Unis. Donc petit à petit, on arrive à ouvrir des portes. Et c'est des jeunes qui, malheureusement, moi, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu cette aide extérieure qui aurait peut-être pu faire la différence, je ne sais pas. Mais on peut avoir des aides comme ça qui viennent et qui... Enfin, pour moi, ça ne me coûte pas grand-chose et pourtant, ça peut ouvrir des portes à énormément de personnes. Ok, ça marche. C'est top. Donc, du coup, on a vu un peu le programme de la journée, donc assez dense. Est-ce que tu m'as parlé de la récupération, donc le sommeil, la nutrition qui est très importante, la préparation physique, l'entraînement physique. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu fais attention? Je ne sais pas, je pense à des massages, des bains glacés. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as testées un peu plus exotiques qui, sur toi, ont eu des effets positifs ou au contraire, tu as trouvé que c'était plutôt placebo et que ça n'a pas eu vraiment d'effet? Alors, non, c'est vrai que le placebo, j'évite. Ça, c'est vrai que je ne trouve pas forcément de bienfait là-dessus. Par contre, tout ce qui est anti-inflammatoire, la glace, tout simplement, le froid après les efforts, je trouve ça très intéressant. Donc pour imaginer justement la récupération tendineuse, pour des fois une bouillotte chaude pour augmenter la vascularisation dans certains endroits. En fait, il y a des points positifs, il y a des choses intéressantes. Il y a des petits protocoles qui peuvent être intéressants. Exactement, il y en a. Mais c'est vraiment quelque chose de très aigu, donc c'est pas quelque chose qui aura un effet à long terme. Donc c'est vraiment... C'est très ponctuel, juste avant une compète ou parce que pour pallier un problème. Voilà. Mais je veux dire, la base que tu as déjà et que tu préconises, nutrition, sommeil, préparation physique, c'est déjà les piliers Exactement, les plus importants. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est mobilité, étirement. Ça aussi, faut savoir que les personnes, des fois, ils ont tendance à laisser la mobilité et les étirements de côté. C'est ce que j'allais dire, mais ça c'est dans l'entraînement technique du sportif, mais en fait pas forcément, parce que quand ils font un entraînement de foot, ou un entraînement de boxe, ou un entraînement de crossfit, ou n'importe quoi, la mobilité elle est souvent négligée. Et mobilité égale pas stretching, attention. Tout compris, exactement. Mobilité c'est vraiment dans un angle maximum, avoir une contrainte et la tenir. Exactement. C'est vraiment super important. Mobilité, c'est le gain de mobilité justement. Alors qu'étirement, on ne va pas forcément essayer de gagner en amplitude d'étirement. D'accord ? Donc c'est pour ça que les gens, ils ont du mal un peu avec cette question de mobilité et étirement. Mais voilà, les deux sont très importants, très intéressants. Je sais que au moins 2 fois dans la semaine, j'ai des journées où je prends une petite demi-heure pour faire mes mobilités. Parce que des fois, les gens ils disent, bon voilà, lui il fait 100 kilos, il doit être complètement raide. Voilà. C'est les questions que j'allais venir. Moi, c'est un peu le prérequis que j'avais. Les culturistes à l'époque, très raides. Et là, maintenant, j'ai vu des gens sur les podiums qui font des grands écarts. Voilà, c'est ça. Oui. Tu sais le faire ou... Non, grand écart, j'avoue que non. Mais bon, j'arrive à toucher la pointe de mes pieds, j'arrive à faire plein de choses. C'est déjà, cool. C'est déjà beaucoup plus que la plupart de la population. Ils négligent beaucoup, mais après, tu regardes, moi, je suis un peu de l'époque, pas toi aussi, de Jean-Claude Van Damme ou autres, qui étaient des physiques très, très musclés. Et voilà. Et avec une souplesse remarquable. Voilà, exactement. Donc non, faut pas négliger. Il n'y a pas que l'hypertrophie, le gain musculaire. Ok, ça marche, top. Du coup, si on part un petit peu sur ta carrière, parce que ça m'intéresse, ça va être le rôle de ce premier entretien. Après, on parlera peut-être un peu plus technique nutrition dans les prochains podcasts. Toi, aujourd'hui, là, le culturiste, c'est vraiment du kiff, c'est du loisir. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ou non, franchement. Ton métier, c'est préparateur physique et nutritionniste du sport. C'est ça. Nutritionniste. Oui. Okay. C'est sûr qu'on attire beaucoup de personnes quand on est dans ce milieu-là, qu'on fait des compétitions, on attire des gens. Et puis même, en termes de crédibilité, je ne dis pas qu'un coach, il est censé être musclé ou il est censé faire il n'est pas censé faire ça. Sur les réseaux, le paraître joue quand même beaucoup.
c'est ça. J'ai toujours dit que voilà, le physique, c'est quelque chose d'éphémère. Donc peut-être que vous allez prendre un planning ou prendre des e-books qu'on appelle ça, hein, où tu as un athlète de haut niveau qui va donner des choses alors qu'on lui a donné à lui à faire. Enfin, c'est quelqu'un qui lui a donné, donc en fait, il est juste en train de transmettre ce qu'il lui a donné. Et ce n'est pas ça l'objectif. Donc c'est pour ça, faites attention qui va vous vendre des produits ou autres. Essayez, enfin des e-books ou autres. Essayez de voir avec des coachs qui ont d'expérience. Je ne dis pas que je suis très bon dans ça ou autre, mais moi, ça fait 10-12 ans que je travaille quasiment tous les jours en salle de sport, donc j'ai vu beaucoup de profils différents et beaucoup d'objectifs différents. Donc je préfère avoir quelqu'un qui a bossé sur ça pendant des années que quelqu'un qui a juste percé sur les réseaux pour X raisons. Parce qu'il a un très bon physique, il s'est très bien entraîné, voilà. Mais derrière, ce n'était pas forcément le meilleur conseiller. Exactement. Parce que ce qui a été bon pour lui n'est pas forcément bon pour voilà, tout le monde. Exactement. Parce que là, je pars du principe que mes connaissances, certes, je les aurai encore dans 30-40 ans, mais le physique, non. Ouais. Alors, je ferai en sorte de garder le plus possible, mais non. Et mon physique, donc j'ai eu de la chance de génétiquement déjà avoir, j'estime que j'ai de la chance génétique, mais j'ai bossé tous les jours pour ça, mais je ne veux pas être reconnu juste pour ma progression physique. Parce que quand j'ai commencé à progresser au début, les gens ils disaient pour X raisons que je progressais parce que j'avais de la génétique ou parce que pour eux j'avais pris des produits ou autres. Et j'ai dit d'accord, vous pensez ça, très bien, je continue à faire mon boulot. Par contre maintenant aujourd'hui, je vais montrer que mes élèves auront plus de résultats que ces personnes qui m'ont jugé, qui étaient coach ou nutritionnistes ou autres. Et là aujourd'hui, voilà la preuve. Ils n'ont qu'à voir sur mes réseaux, ils vont voir l'évolution de mes élèves qui eux ont aussi donc juste suivi les bons protocoles en termes de nutrition et d'entraînement et aujourd'hui ils ont énormément de résultats. Ok. Et si on revient sur la compétition de culturisme, c'est vraiment toi le plaisir aujourd'hui. Tu fais. Alors, je sais que en gros c'est une discipline que tu te mets tous les jours. Oui. Tu t'entraînes tous les jours. Est-ce que tu fais quoi? C'est une compète par an, une tous les 6 mois, une tous les 2 ans? C'est quoi tes objectifs? Enfin, pas tes objectifs, mais ton rythme habituel. D'accord. Par rapport à ça. Alors, déjà, je ne m'entraîne pas tous les jours. J'essaie de m'entraîner 5 fois dans la semaine parce que la récupération est super importante. Oui, c'est vrai. Et au bout d'un certain temps, si on s'entraîne tous les jours, ça devient compliqué de récupérer. Mais j'essaie de faire au moins une compétition ou 2 par an. Ok. Voilà. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est pas mal, sachant que j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait que 3 aujourd'hui. Enfin, là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait 3 vraies compétitions. Okay. Et j'essaie de faire en sorte de faire dans des endroits différents. Donc, j'en ai fait une au Brésil, une en France, une en Tunisie. Donc, et là, sachant que tout ce qui est préparation pour des compétitions, j'en ai fait déjà plein avant. Mais c'était vraiment purement par plaisir, passion. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, les préparations, je sais faire. Mais monter sur scène, voilà, que 3 fois. Et là, l'objectif, c'est de monter encore une fois cette année ou début d'année prochaine. Ok. Voilà. Où exactement? Alors justement, je suis en train de voir encore. Okay, faut voir, mais peut-être un autre pays. Enfin, j'aimerais bien faire dans des pays différents en tout cas. Ok, ouais. Voilà. Donc vraiment pousser le kiff au maximum, de dire je m'en fous de faire tout le temps la même compétition, c'est d'aller dans un nouvel endroit, j'en sais rien, Berlin ou un autre truc en Europe ou un autre pays, et voir un peu le délire et faire le truc. Et surtout, en fait, c'est bête de dire ça, mais surtout de perdre. Parce qu'en fait, je fais des compétitions où je sais quasiment que ça ne sera pas possible de gagner. Parce que les gens en face, on ne se bat pas forcément avec les mêmes armes, mais c'est comme ça qu'on apprend. Parce que si je fais des petites compétitions ou que je choisis un peu des compétitions où je peux m'en sortir, ça ne m'intéresse pas. Okay. Pas du tout. Je préfère perdre, mais me battre contre des personnes qui ont un bon niveau et apprendre, que de faire des compétitions juste pour dire voilà, j'ai un petit trophée, voilà, j'ai un pot de protéines, je suis content. Tu t'en fous, toi, c'est tout le. En fait, c'est comme tu disais, jeune. Toi, ce qui te plaît, c'est la préparation, plus que le match en lui-même, en fait, le combat en lui-même. Voilà. Okay. Et toutes les compétitions que j'ai faites, j'ai jamais cherché à comprendre qui seraient mes concurrents et quel serait enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on gagnerait à la fin. Le price, exactement, le prix à la fin. Ouais. Je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est de voir en quoi j'ai perdu, aller discuter avec les juges, savoir pourquoi j'ai perdu et bosser dessus. Ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est super. Et ouais, parce qu'on a déjà discuté en off. Effectivement, toi, aujourd'hui, tu pourrais faire des compétitions naturelles, mais tu as choisi de ne pas le faire. Tu fais des compétitions, je ne sais pas comment on dit, open, mais où tout type de profil peut faire. Parce que tu veux justement montrer qu'en étant naturel, tu peux quand même avoir un beau physique et poser devant tout le monde. Exactement, parce que j'aurais pu utiliser ça comme frustration et me dire non mais eux ils gagnent parce que voilà, alors que non en fait. C'est super motivant je trouve d'arriver dans un endroit où on se sent justement inférieur et de commencer à voir un peu qu'ils nous regardent un peu de côté parce qu'ils ont un petit peu peur ou en tout cas ils ont de l'admiration. Et ça je trouve que la reconnaissance et l'admiration c'est plus intéressant que juste gagner, quoi. Ok, super. Et du coup, on va clôturer ton chapitre, on va dire la partie un peu culturisme et perso. C'est quoi pour toi
le meilleur souvenir que tu as eu par rapport à ça, c'est ce moment, et on va dire le pire? Pour l'instant, le meilleur, c'est à Colmar parce qu'il y avait ma famille, il y avait en tout cas les personnes que je tenais, donc ils étaient là. Pour moi, c'était le meilleur moment parce que voilà, ils étaient là et même si j'avais pas forcément eu le résultat que j'avais espéré, le fait de les voir, le fait qu'ils aient vu toute ma préparation, ils savent ce que c'est. Qui t'a accompagné dans la préparation voilà, aussi. Ils m'ont vu dire non à tous les repas parce que en fait, il faut savoir que un athlète, des fois, il va enlever un peu son côté social. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de garder ce côté-là, donc le côté social et famille. Donc j'allais voir ma famille, j'allais voir mes amis, ma copine, elle a mangé un McDo la veille que je monte sur scène, tu vois à quel point, voilà. Et ma famille, tous les dimanches, on allait manger ensemble, mais j'avais ma gamelle. Parce que je pars du principe que eux, c'est pas eux qui ont choisi de faire la compétition. Donc si je suis là, moi, avec ma gamelle et que je les juge eux, tu vois, ça ne sera pas intéressant. Donc eux, ils ont respecté le fait que je fasse ça et moi, je les respecte. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent devant moi. Donc ça, pour moi, c'est un effort justement que je trouve très, très gratifiant. Okay. C'est comme à l'armée, des mecs qui partent en forêt, ils ne prennent pas de douche pendant des jours. Tu vas voir qu'au bout de 10 jours, le fait de prendre une douche, même si elle est froide, ils vont l'adorer cette douche. Okay. Donc voilà, donc c'est ça, c'est se priver de quelque chose pendant un certain temps et après avoir le goût justement de l'effort. Et le plaisir dans l'effort et la frustration sur le long terme. Et en plus, c'est de la frustration et de l'effort, mais qui reste quand même sain pour le corps, quoi. Enfin, je veux dire, se priver de malbouffe, c'est dur, mais ça reste mauvais. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Et sinon, mon pire souvenir, ce serait plutôt en Tunisie, c'était pas évident parce que en fait, je comprenais pas ce qu'il disait. Okay. Personne parlait anglais et j'avais mon préparateur, mais il n'était pas là à ce moment-là. Et du coup, je ne savais pas quand est-ce que j'allais passer et j'aime pas ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe. Donc du coup, le fait de les entendre parler et ne pas savoir ce qu'ils disaient, moi, ça me stressait. Et il faut voir qu'un athlète à ce niveau-là, quand il est vraiment juste avant de monter sur scène, le moindre stress, ça peut jouer même sur sa condition physique sur scène. Donc c'est pour ça que c'était, on va dire, le moins bon souvenir, mais en même temps, c'était quand même magnifique en même temps. C'était ce stress-là, c'était quand même très beau à le ressentir. Bon stress. Ok, ça marche top. Et du coup, si on switch un peu sur les sportifs que tu peux suivre, on va parler plutôt des sportifs ou peut-être d'autres gens pas sportifs. Ça serait quoi la personne que tu as suivie, auquel tu as le meilleur souvenir, surtout au niveau des résultats, qui t'a le plus apporté, qui a été le plus gratifiant? Ok. Alors donc déjà en termes de célébrité, donc j'ai eu Camille Lacour, donc plusieurs fois champion du monde. En termes de célébrité, c'est lui, surtout le fait de savoir que c'est quelqu'un de bien, malgré le fait qu'il ait énormément de récompenses. Ça aurait pu être quelqu'un qui ne me calculait pas. En fait, c'est quelqu'un de très très bien. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui m'a inspiré, surtout qu'il m'avait aussi dit qu'il a eu plusieurs préparateurs et j'ai vu qu'il avait aussi aimé le peu qu'on a fait ensemble, donc c'était cool. Mais sinon, en termes de résultats, je dirais que là, en ce moment, donc là, j'ai un petit élève qui est au Brésil, justement. Ouais. On le voit sur Instagram. Voilà, que je mets sur Instagram, ça s'appelle Vian. Et en fait, ce petit jeune, il est venu me parler et il m'a dit, j'aimerais bien un jour faire du culturisme. Et j'ai vu qu'il était très déterminé. Donc, il faut savoir que cette personne, elle ne me paye pas. Elle ne m'a jamais payé, elle ne me payera pas. Parce que j'ai vu qu'il méritait ça. Donc, il n'a pas énormément de moyens. Donc, il habite à Rio. Et je me suis dit, ok, d'accord, à partir du moment que tu fais ce que je te dis et qu'on bosse ensemble, pas de souci. Et c'est quelqu'un que ça fait plus d'1 an qu'on bosse ensemble. Il est très discipliné. Toutes les semaines, il me fait des actualisations. Et là, il a gagné sa première compétition il y a quelques mois. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, on part sur la deuxième l'année prochaine. Et voilà, en termes de résultats, on va dire que c'est quelqu'un qui m'a le plus choqué parce qu'il partait de rien et qu'il n'avait rien. Ouais. Parce qu'il n'avait pas, la capacité financière de s'assumer. Et c'était très très dur, mais pourtant il a tenu. Et ça pour moi, c'est ça qui est marrant, c'est que nos élèves, en tout cas mes élèves, ils arrivent à m'inspirer. Déjà de base, eux, ils sont inspirés par moi. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai vraiment le meilleur boulot au monde, parce que mes élèves finissent par m'inspirer aussi. Non, donc voilà. C'est top histoire. Par contre, je sais pas si tu aurais... Non, t'inquiète. Okay. Normalement, c'est bon. Non, c'est bon. On fera au montage si besoin au niveau du son. Mais par contre, je sais pas si tu aurais dû le dire à tout le monde parce que tu auras peut-être pas mal de DM sur Instagram des gens, t'inquiète, moi je suis sérieux, je vais suivre. On sait jamais, hein, mais bon, faut voir. Si vous êtes vraiment discipliné, moi c'est un vrai plaisir d'aider parce que voilà, encore une fois, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide et qui m'ont aidé aussi sans rien demander en retour. Comme tu disais, des gens qui t'ont accompagné, des coachs ou ce genre de choses qui l'ont fait
parce que c'est des passionnés aussi, donc toi tu veux transmettre ça à ton tour. Exactement. Ah, ok, génial. Très bien. Aujourd'hui, dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi qui te passionne le plus? C'est quoi ton leitmotiv? Alors, toujours le fait de trouver des solutions quand ça ne va pas. Ouais. Que ce soit une blessure, que ce soit une situation où en gros c'est compliqué d'aller m'entraîner ou autre, c'est trouver une solution. Et bon, la passion aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui est devenu une routine. Donc ça veut dire que tous les jours, je suis de bonne humeur parce que je sais que je vais m'entraîner. Tous les jours, je suis de bonne humeur parce que je sais que j'aime ce que je fais et que je change la vie des gens. En fait, ma passion, c'est ça. C'est le fait de pouvoir aider les gens à changer de vie et à voir qu'en fait, ils sont contents de ce que je fais alors que je fais ça, mais de manière naturelle. Ouais. En fait, je ne me force pas à Toi, faire c'est ce ton que je fais. kiff, quoi, en fait. C'est ça. Et dès que je vois que quelqu'un a des maladies ou autre, en fait, je bosse dessus, je comprends, donc j'apprends grâce à eux et j'arrive à trouver une solution. Donc, c'est magnifique. Génial. Et du coup, justement, quand tu détectes que quelqu'un a une solution, comment tu fais? Est-ce que tu contactes des gens que tu connais? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est de l'Internet? C'est quoi ton processus? Non, les livres, oui, il y en a. Après, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup d'études qui montrent énormément de choses. C'est des études Exactement. que tu transmets souvent sur Insta. Voilà, et en fait c'est ça, toutes les semaines, merci de le dire, comme aujourd'hui, je fais en sorte de faire des questions-réponses. Ces questions-réponses, bon, maintenant je les poste surtout sur TikTok et pour les gens que j'apprécie, des fois je leur envoie. Je fais en sorte de répondre aux questions des gens pendant que je fais mon cardio. Pourquoi? Bon, en fait, tout simplement, ce que je me suis dit, aujourd'hui, les gens, ce qu'on voit le plus pour que les gens ils puissent percer sur les réseaux, c'est soit quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est belle, qui se montre physiquement, mais encore une fois, c'est quelque chose d'éphémère et qui n'a pas de contenu. Soit c'est des gens qui vont faire les clowns sur les réseaux et je trouve que c'est pas naturel. Soit on pouvait jouer sur les connaissances. Donc les connaissances, je me suis dit, bon, j'ai essayé de faire ça, mais de manière naturelle. Donc je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas faire ça une fois dans la semaine, où en gros, je vais être là sur mon tapis, en train de marcher, et je vais répondre aux gens directement, sans avoir de script. Donc c'est pas une mise en scène. Je réponds naturellement, comme je réponds aussi dans les salles de sport où j'ai pu être. Mais tes réponses à chaque fois, elles sont assez pointues quand même. C'est avec grand plaisir. J'adore ça. C'est une encyclopédie, c'est assez impressionnant. J'adore faire ça et franchement, c'est marrant parce que c'est ça qui est bien, c'est que j'ai la chance aussi de bosser dans plusieurs salles et je croise beaucoup de personnes et ces personnes-là viennent me dire avec merci. Des profils exactement. Viennent me remercier et me posent des questions. Et ils voient bien que c'est du vrai tout ça. Et c'est ça que je veux montrer, c'est qu'il faut faire attention à tout ce qu'on écoute sur Internet. Parce que même si des fois il y en a qui vont dire « Ah non, j'ai la solution pour ça, j'ai la solution pour ça », non, c'est pas si simple. Il faut bosser, il faut écouter les vraies personnes qui connaissent. Et il faut aussi faire en sorte d'essayer de se documenter par soi-même. Parce que comme je disais ce matin, il y a beaucoup de choses qu'on veut nous vendre alors qu'on n'a pas forcément besoin. Donc il faut comprendre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que, surtout qu'aujourd'hui tout est cher. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de ce complément? Est-ce que j'ai pas besoin d'un autre? Est-ce que le fait de, comme j'ai dit ce matin, d'être en suralimentation, est-ce que justement je vais déjà éviter plein de carences? Donc pourquoi prendre ces compléments-là? Donc tout ça en fait c'est des choses qu'au petit à petit, si on arrive à s'intéresser, on arrivera à trouver la solution. Aujourd'hui, la réponse elle est partout, mais il faut savoir où la chercher. Ok, et donc du coup, si tu as une question auquel tu n'as pas la réponse forcément, toi ce que tu vas chercher c'est des thèses, des thèses, des études qui ont été réalisées sur cette problématique. Exactement. Tu la lis, tu essaies de la comprendre et après tu l'étudies sur la transcription. Et du coup, tu as un site à partager pour ces études, c'est du Google, enfin si tu tapes le problème sur Google et tu cherches des études ou tu as des trucs particuliers? C'est des métathèses, en fait c'est un regroupement de thèses, donc tu as PubMed, enfin en gros tu as plusieurs, PubMed c'est la plus intéressante, enfin celle que je trouve le plus, mais en fait ce que je vais chercher c'est surtout les sources. Donc par exemple j'ai M. Scott Forbes, donc c'est un monsieur qui analyse énormément enfin, tout ce qui est par rapport à la créatine. On a un monsieur qui s'appelle Stuart Phillips. Et lui, c'est un monsieur aussi qui étudie énormément la protéine. Donc tout ce qui est en rapport avec la protéine, avec lui, c'est super intéressant. J'ai aussi d'autres au Brésil, j'ai un qui s'appelle Doudou Alouche. Lui, c'est tout ce qui est hormonal, nutrition. Donc pareil, en fait, c'est des sources qui sont
vraies, qui sont vivantes. Et des fois, j'ai de la chance aussi de pouvoir discuter avec eux. Donc quand j'ai des doutes, j'arrive à leur parler. Mais pour ça, il faut aussi que les personnes puissent comprendre que les langues, c'est important. Voilà, aujourd'hui, si on veut juste rester attendre que les gens s'adaptent à nous, c'est pas possible. Donc c'est à moi de m'adapter à eux. Si tu cherches, t'attends qu'il y ait des thèses que en français, tu vas être limité voilà. en fait. Tu vas être des fois, très tu limité. peux traduire. Aujourd'hui, j'ai vu ça l'autre jour, on peut traduire la page, donc tant mieux. Oui, ça se fait facilement, mais tu restes quand même limité. C'est ça. Et si aujourd'hui, on peut, grâce à travers les réseaux, discuter avec ces gens-là qui ont énormément d'études et leur parler et échanger avec eux, et ils arrivent à prendre le temps pour faire ça, moi je trouve que c'est magnifique. C'est hallucinant de pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est génial. Ok, c'est top. Du coup, à t'entendre, en fait, ta vie, elle est mortelle, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des choses dans ton quotidien que si tu pouvais t'en passer, tu t'en passerais? Des trucs franchement, non. En fait, j'arrive à avoir le temps de tout faire. C'est ça la différence avec, tu vois, j'ai interviewé d'autres sportifs avant toi, et des fois, souvent, la prépa physique, c'est dur, ça me fait chier. Mais en fait, toi, et même te priver de nourriture, en fait, parce que j'ai compris, cette frustration, quand par exemple tu vas à un repas de famille et que tu as ta gamelle, toi, tu vas trouver du plaisir dans cette frustration. J'adore ça. Pour la récompense derrière. Exactement. Et même s'il n'y avait pas de récompense, en fait, le seul fait de me battre pour quelque chose, déjà, je me dis que si on se lève le matin et qu'on n'a pas d'objectif, je me dis, mais à quoi ça sert de se lever, tu vois? Donc, en gros, quand je me lève le matin, voilà, je ne touche pas à mon portable. Je me lève d'abord, j'ouvre les yeux, je regarde la lumière. Je me dis, OK, la journée, elle commence. Le soir, avant de me coucher, les écrans, tout ça, j'arrête déjà avec un bon bout de temps avant. Je prends mon temps à faire ce que j'ai à faire, je me couche. Donc voilà, c'est vraiment une petite routine. Et là, dernièrement, voilà, c'est ce que j'ai dit, j'ai la PlayStation là, que j'ai achetée. J'ai fait, c'est bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai le temps de jouer et de faire rien d'autre et de prendre 2 heures dans la journée où je peux geeker tranquille, retrouver un peu le petit plaisir. Voilà, il faut. J'allais me dire la conclusion, Philippe, en fait, c'est genre manger, bouger, le mec parfait, truc. Non, il y a quand même la PlayStation, c'est bon. J'ai fait ça, et même je trouve que c'est très important d'avoir ça. Et même il faut garder ton kiff. Il faut. Les mangas, les animés, tout ça, pareil, j'avais arrêté pendant un bout de temps parce que toute ma vie c'était le sport et c'était étudier. Donc là, je me suis dit non, lâche-toi un petit peu. Aujourd'hui, heureusement financièrement, j'arrive à me débrouiller, donc je me dis je vais prendre le temps pour moi, des petits plaisirs que il y a 10-15 ans, je n'avais pas. Tu ne te permettais pas. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc, quand j'ai des élèves de 17-18 ans qui viennent me voir, on arrive en fait à avoir des discussions autour d'un animé ou d'un manga. Et eux, ils se disent, non mais attends, le mec… comment il a le temps. Voilà. Et comment ça, il connaît One Piece, comme ça, il connaît Jujutsu Kaisen ou autre, tu vois. T'en es arrivé à tellement, entre guillemets, maîtriser différents points de ta vie, avoir tes routines qui ne te demandent pas d'effort, que maintenant, tu peux réussir à te dégager du temps, parce que financièrement, ça va mieux. Tu peux te dégager du temps pour des petits plaisirs qui sont, on va dire… jouer à la play ou lire des mangas qui ne sont pas des trucs. Exactement. C'est cool. Et même, tu m'avais dit aussi qu'éventuellement, on pouvait discuter sur ça, sur les coachs qui veulent être coach. Ouais, ça va être ma question suivante. Mais magnifique. Qui veulent être coach et qui veulent faire du culturisme ou autre. Exactement. Alors, mon conseil pour les nouveaux coachs, c'est que quand on finit sa formation de coach, très souvent, on a tendance à avoir envie d'aller bosser, d'avoir envie de coacher pour faire entrer l'argent. Voilà. Ouais. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'être digne de ça. Donc, prenez des élèves. Très souvent, moi, j'ai commencé, les 2 premiers élèves que j'avais, c'était 30 € de l'heure, c'était des amis à moi. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre de comment pouvoir leur parler, en tout cas. Comment savoir gérer leur objectif. Et en fait, en fonction de ça, développez d'abord petit à petit votre clientèle, mais de façon naturelle. J'ai la chance de jamais avoir eu besoin de créer des cartes de visite ou autre et de montrer aux gens, regarde, moi je suis coach. Non, je suis jamais allé voir quelqu'un en salle de sport, dire regarde, moi je suis coach, tiens si tu veux, ajoute-moi, je te prends, tac tac, je te fais des prix. Non, c'est pas comme ça. Si tu es bon, les gens ils viendront à toi, mais ça demande du temps. Ouais. Ça demande du temps. Donc c'est pour ça, faites d'abord votre taf, étudiez, ne vous contentez pas du BPGEPS, ne vous contentez pas des petites formations que d'autres coachs vont vendre sur Internet. Apprenez des langues, allez chercher des formations, des informations un peu partout parce que en Europe, on est encore limité. Enfin, on peut encore apprendre énormément des États-Unis, d'Amérique du Sud et tout ça. Enfin, on peut aller chercher ailleurs l'information, pas que ici. Ok. Donc si je résume, les diplômes là, tu disais BPGEPS,
Il n'y a que ça qui existe en France aujourd'hui, ou il y a d'autres trucs Il y a qui des peuvent CQP aussi, CQP, métier de la forme. En fait, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, le problème, c'est que ce sont des formations. Bon, c'est bien, elles sont assez intenses. Mais ça reste des bases. Voilà, c'est très basique. Et donc, du coup, est-ce que tu conseilles, on mettra peut-être en lien, mais du coup, il y a la formation que tu as fait au Brésil, mais c'est en brésilien. Est-ce qu'il y a d'autres formations que tu connais peut-être plus accessibles en anglais ou ce genre de choses qui peuvent être intéressantes? De tête, là, non. J'avoue que là, de tête, je peux pas te conseiller vraiment les meilleurs. Mais après, ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est de la nutrition? Est-ce que c'est de la biomécanique? Est-ce que c'est des méthodes d'intensification? Voilà, la spécialisation que tu vas faire. Après, tu as des coachs aujourd'hui, des entraîneurs qui sont très très bons, qui vendent des formations et qui ont de l'expérience, mais dans un domaine précis. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir dans quoi on s'engage. On a Olivier aussi, avec qui j'ai tourné pas mal de vidéos YouTube, donc Olivier Bulette. Et en fait, avec lui, donc lui c'est un ancien préparateur olympique. Et c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Je crois qu'il a une formation aussi. Et très souvent on discute et on a fait quelques vidéos ensemble sur tout ce qui est méthode d'intensification d'entraînement ou autre. Et j'espère qu'un jour on pourra le faire venir ici aussi. Ça serait top. Voilà, ce serait top. Et donc voilà, il y a des personnes qui ont de l'expérience et qui savent l'enseigner. Mais ça, c'est ça le plus dur, c'est de savoir l'enseigner, savoir rendre les choses compliquées faciles. Ok, donc si je comprends bien, c'est se former, continuer de se former tout le temps, apprendre les méthodes, les techniques et tout, et commencer à coacher, mais pas forcément cher pour se faire la main et apprendre. Et pas chercher le volume. Pas se dire, bon voilà, j'ai 30 coachings dans la semaine et ils vont faire des horaires durs et tout. Au début, c'est normal, mais moi, je vous conseille, voilà, allez bosser un peu loin de chez vous. Aller faire des salles de sport différentes, aller rencontrer d'autres personnes. Au début, en fait, j'étais à Gif-sur-Yvette dans le 91 et j'allais jusqu'à Paris quasiment tous les jours, donc à Montparnasse, Énergie-Forme. Et après, à l'époque, c'était ça. Et après, j'allais à République Fitness Park à 6h du matin, j'étais là-bas, tu vois. Et les gens ils disaient, mais attends, mais t'as pas de vie et tout. Oui, c'est vrai que j'avais pas de vie à l'époque. J'ai sacrifié ma vie sociale, je sortais pas, etc. pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le temps pour moi. Voilà. Mais les gens qui à l'époque profitaient et qui se foutaient de moi parce que j'arrivais en soirée avec une banane et que je partais à 23h30, aujourd'hui ils ont tous besoin de moi. Tu vois. Et c'est des gens que physiquement, en tout cas en termes d'hygiène de vie, c'est pas quelque chose de. Enfin, je sais qu'ils m'ont vu sur ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour eux, mais à l'époque c'était les premiers à se dire bon. Lui, il pense qu'au sport, il rentre à 23h, il a une banane dans sa poche. Ouais, mais on voit que ça bouge beaucoup par rapport à ça, les mentalités. Par rapport à la nutrition, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport aux analyses biologiques ou ce genre de choses. Les gens commencent un petit peu à faire attention à ça, donc c'est bien. Ça veut dire que ça va un peu en avance par rapport à ça. Heureusement, il faut bien qu'il y ait des points positifs. Mais c'est exactement ce que tu dis, les gens aujourd'hui, en fait, surtout à partir d'un certain âge. Donc, jusqu'à nos 25 ans, les gens, quand ils vont s'entraîner, ils vont avoir des résultats parce que voilà, les débutants, on a toujours des résultats. Oui, et puis ton corps est à force de l'âge. Voilà, exactement. Moi, on en a discuté, je me rappelle, je jouais au foot ou même d'autres sports. On avait un match un dimanche matin. Le soir, j'allais en boîte, je rentrais alcoolisé à 3-4 heures. À 10 heures sur le terrain, j'étais peut-être pas à 100%, mais je tenais. T'étais là. J'étais là, je tenais, alors que en fait, tu bousilles ton corps et tu le sens pas. Voilà, tu le sens pas quand t'es jeune. Et quand on a 30, à partir de 30-35 ans, c'est vrai que on n'a plus la même récupération, on commence à avoir des petites douleurs à droite à gauche. Aujourd'hui, on commence à développer des maladies qu'à l'époque, on avait à partir de 50-60 ans. Maintenant, les gens à 30 ans, ils l'ont déjà. Aujourd'hui, on se bat contre la dépression, on se bat contre l'obésité, on se bat contre des choses qu'avant, on n'avait pas forcément. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Trop sédentaire, trop malbouffe. Complètement assisté. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent péter un câble parce que le Uber Eats, il n'est pas monté, il n'a pas déposé devant sa porte. Voilà. Avant, on devait marcher pour aller chercher à manger. Voilà, on devait aller chercher le taxi parce qu'il y avait un point de taxi. Là, aujourd'hui, si ce n'est pas en bas de chez nous, on se plaint. Donc c'est pour ça qu'on est devenu trop assisté. Pour faire 5 mètres, Bon, on pourra en discuter dans le prochain podcast, le nombre de pas par jour. Oui, voilà, ça c'est la base. Les gens ils font tu fais une minute et tout. Non, c'est la base. Felipe, il faut savoir, il marche toute la journée. Même comme tu dis, quand tu fais tes vidéos une fois par semaine, même chez toi, tu marches. Sur mon tapis, exactement. Tous les jours, je fais 20-30 minutes de tapis par jour. Avant, je marchais, maintenant j'ai un tapis, donc du coup, je le fais et je réponds aux gens. Donc, c'est pour ça que même pour les coachs, c'est un gain de temps. Oui, c'est un gain de temps. Tu fais ta marche. Bon, bien sûr, en termes de concentration, tu es un peu limité parce que tu dois faire attention à ne pas tomber, mais tu peux répondre à des questions basiques en même temps. Donc,
Franchement, on peut faire ça de manière naturelle, sans forcément courir à droite, à gauche, faire des horaires pas possibles pour développer sa clientèle. Et encore, je dis tout ça, on dirait presque une vidéo, tu sais, quand on va dire « ouais, je fais des formations, je vends des formations ». Non, non, je ne vends pas de formation, en tout cas pas pour l'instant. Mais voilà, on peut trouver des solutions. Tout est simple en fait. Il faut juste savoir se donner les moyens et être actif, productif tous les jours. Ok, c'est top, c'est génial. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pour finir, ça serait quoi, si on se projette un petit peu, comment tu te vois dans 5, 10 ans, 15 ans? Est-ce que tu as des objectifs encore bien précis? Tu nous as parlé de la compète, mais j'ai compris que la compète, c'est vraiment du plaisir. Tu vas en refaire peut-être 1, 2, 3, jusqu'à peut-être t'en aies marre. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres objectifs derrière je ne sais pas, sur les réseaux, de boîtes, d'accompagnement, de bouger à l'étranger ou pas? C'est quoi aujourd'hui? Ah oui, moi je pense que je peux faire partie, on va dire, d'un groupe. J'aimerais bien faire partie d'un groupe où on peut s'associer avec un coach, un nutritionniste, un médecin et qu'on puisse en fait ensemble créer, on va dire, un groupe où on peut aider tout le monde en fait. Okay. Parce que si, malheureusement aujourd'hui c'est ça le problème, c'est que les gens ils veulent tous dire non mais lui c'est un bon coach, lui c'est un mauvais. Le coach qui veut pas parler, qui parle sur le nutritionniste qui parle sur le médecin. Et très souvent, le fait que s'ils se connaissaient, s'ils arrivaient à bosser ensemble, ils pourraient réussir énormément d'objectifs. Donc c'est ça, mon objectif de base, c'est ça, avoir une équipe. Pourquoi pas aussi ouvrir une salle de sport. J'avais pensé à faire une salle de sport. Je suis parti au Brésil l'année dernière et ils avaient une salle de sport que pour les athlètes, donc privatisée. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, sachant que voilà, une salle de sport, si on arrive à avoir un côté privatisé pour les athlètes, mais d'un autre côté pour monsieur et madame tout le monde, je pense que ça aussi, ça peut être sympa. C'est ce que j'allais dire, privatisé que pour les athlètes. Est-ce que financièrement, tu t'en sors sur la salle de sport? Alors c'est ça, voilà, exactement. C'est ça. Eux, ils avaient un très bel espace et tout, ils se développent énormément, mais bon, après, c'est des gens qui sont influenceurs et athlètes et ils ont de l'argent pour ça. Voilà, c'est ça. Les bases des athlètes, il faut se le dire, hein, les athlètes en France, hormis le gratin, ils n'ont pas beaucoup d'argent forcément pour se payer l'abonnement privatisé dans une salle. Même les sponsors, aujourd'hui, les sponsors, un athlète qui arrive à avoir un sponsor aux États-Unis ou dans d'autres pays, très souvent, ils vont avoir beaucoup plus de revenus qu'un sponsor en France qui accompagne un athlète. Donc, c'est pour ça que ce serait aussi intéressant que les sponsors puissent aussi revoir un peu ça pour pouvoir mettre en valeur les sportifs en France, en tout cas les athlètes, parce qu'en France, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Si tu regardes bien, la France, elle est au top. Au foot, au judo, il y a plein de sports où la France est au top. Et on manque justement d'aide, d'accompagnement pour ces personnes-là. Et il faudrait juste quelques petits détails pour pouvoir être au top et rester au top. Parce que on a tout en main, toutes les cartes sont en main. Tout est là. Ok, top. Ouais, donc du coup, si je résume, essayer de continuer à faire grossir ton réseau pour avoir on va dire, un noyau, un groupe de différentes compétences pour améliorer le suivi des gens, des athlètes. Et après, peut-être un objectif d'ouverture de salle de sport, pourquoi pas quoi. Par la suite, on verra. On verra. Oui, complètement. Ok, ça marche. C'est ça. Très bien, écoute, merci Felipe. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Si on veut te donner de la force, c'est quoi tes prochains... Alors compète, tu m'as dit que tu ne savais pas encore, mais si on peut te donner de la force ou on veut te contacter pour te poser des questions. Alors pour les questions, la force, franchement, je pense qu'on peut tous s'entraider, mais sinon, c'est toujours bienvenu. Alors mon Instagram, c'est FlipMCZ. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis de vidéos sur YouTube, mais il faudrait vraiment que je commence à le faire. Là, on n'arrête pas de me demander, mais si tout va bien, à partir du mois prochain, on va commencer. Et mon but sera donc de sensibiliser un peu les gens par rapport à comment s'entraîner. Leur montrer des techniques d'intensification, leur montrer la bonne posture à avoir sur les exercices. Des choses simples mais qu'on néglige. Parler de nutrition et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours ouvert à répondre. C'est cool. Ouais, donc du coup, ça m'intéresse. Du coup, peut-être chaîne YouTube, tu dis, où ça serait en gros tu apprends du coaching un peu de préparation physique sur certaines postures, certaines techniques d'entraînement et de la nutrition. C'est ça. C'est génial. Je vais essayer de faire en sorte d'ouvrir une chaîne YouTube, pas pour attirer du monde et pour se dire regardez-le. Je ne cherche pas la célébrité, ça c'est hors de question. Non, mais dans la partie éducation. Voilà, partie éducation et sensibiliser les gens et leur montrer, même si j'ai ma petite communauté à moi, si c'est déjà eux, si j'arrive déjà à leur montrer à eux comment bien s'entraîner et qu'eux ils puissent transmettre aux autres, ça me suffira. Après, s'il y a du monde, j'espère que ce projet
arrivera bientôt. Je serai très très intéressé pour voir les vidéos en tout cas. Avec plaisir. Puis je te donnerai de la force, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Merci. Et de toute façon, pour ce qui est ton Instagram, on mettra le lien en description. Tu as parlé tout à l'heure TikTok, tu as un TikTok aussi sur Oui, là j'ai mis TikTok, mais là je mets que justement mes questions-réponses pour l'instant. Ça se limite à ça. Voilà, pour l'instant je mets que ça, mais j'ai commencé aussi à penser à faire ça sur Telegram. Okay. Mais ça, Telegram, je pense à faire plutôt un groupe que ceux que je vais choisir et pour en tout cas leur transmettre les études. Parce que voilà, très souvent, sur mes questions-réponses, je mets des liens pour les études. Mais c'est pas très pratique. Telegram est plus le meilleur outil pour ça. C'est ça, exactement. Et même pour discuter. Donc, si des gens ils sont intéressés à discuter sur des études, moi, c'est un gros plaisir de travailler avec eux, de parler avec eux. Telegram pour les communautés, c'est très bien. C'est intéressant. Et surtout, je peux choisir qui vient, qui vient pas. Donc, ça, c'est cool aussi. Parce que, voilà, si on est là pour apprendre, moi, je serai toujours là. Ok, ça sera en quelle langue du coup? Ah bah, je m'adapte. Moi, j'adore aussi, hein, justement, si qu'on vienne en anglais, espagnol, français, portugais, moi, je suis là pour ça. Et de toute façon, encore une fois, même si des fois, je ne vais pas avoir un anglais peut-être aussi bien qu'un américain ou autre, je vais en tout cas arriver à discuter avec la personne, à m'exprimer. Et je suis sûr qu'à force, il y aura des échanges et je vais apprendre plein de choses. Ça, c'est sûr. Super. Bon, bah, merci à toi, Felipe. Merci à tous. Merci à très vite, du coup. T'inquiète, ciao, ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à suivre notre invité sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation de la performance, une nutrition personnalisée et notre approche unique, rendez-vous sur le site d'Agon Data Nutrition. À très bientôt pour un nouvel épisode dans le labo.